Voilà, comme promis, nous revoici encore une fois de plus sur ce plateau, cette fois-ci avec un nouvel invité. Il s'agit d'un juriste, parce qu'il est le coordonnateur de sa propre structure qui s'appelle JUREC. Il s'agit bel et bien de M. Félix Lilakako. Bonjour maître, Bonjour, monsieur Alfred. vous allez bien? Ouais, très bien. Ça fait quand même très longtemps que je vous reçois sur mon plateau, hein. Ouais, c'est toujours un plaisir de passer par ici, et de recevoir de vos questions et d'échanger. Surtout que Environ News offre maintenant un cadre où on peut facilement partager l'information sur des questions environnementales. C'est parmi les défis, mais je crois que c'est toujours un plaisir d'être votre invité. Super. Moi, je ne suis pas expert en droit, mais j'ai fait appel à un expert en droit parce que l'environnement, c'est aussi les droits, c'est aussi les cadres légaux. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui? Parce que, comme nous le disons, le 5 juin, c'est la journée de l'environnement. En tant que spécialiste des lois, spécialiste de droit, quelle analyse faites-vous aujourd'hui du cadre légal qui régit les secteurs de l'environnement? Oui, merci pour cette question qui est toute pertinente parce que le droit, en fait, constitue un ensemble de règles qui régissent une société. Et peu importe le secteur, le droit doit être là. On est tenu à organiser les secteurs et le droit à sa place. Et le secteur de l'environnement, comme tout autre, se veut être un secteur réglementé, un secteur où le droit a sa place. Et s'il faut lire l'histoire du droit de l'environnement, l'histoire remonte de très longtemps vers les années 72 où déjà l'humanité commençait à réfléchir sur toutes ces questions. Mais c'est surtout en 1992, en 92, que les bases de ce que nous avons aujourd'hui comme droit de l'environnement ont poussé ou émergé. Parce qu'avec tous les défis que présentait la planète, finalement les États se sont retrouvés à Rio, de ce qu'on appelle les conventions de Rio, les sommets de Rio, d'où sont nées les conventions de Rio. Les États ont discuté sur des questions et après, il y a 3 conventions qui sont sorties de ces sommets. Il y a d'abord une convention sur la diversité biologique qui regroupe un ensemble de règles pour voir comment réglementer tout ce que nous avons comme biodiversité, ainsi de suite. Et la deuxième convention était sur le changement climatique avec la problématique du climat qui s'impose. Et le troisième était la convention sur la lutte contre la désertification, la poussée de la désertification qui du reste nécessite aussi beaucoup d'efforts dans la restauration. Alors après 92, les États devraient maintenant bouger pour voir comment pousser la question environnementale vers la mise en œuvre. Et la RDC a essayé un peu d'avancer en dépit du fait qu'il y avait déjà des textes bien avant, notamment les textes sur la chasse qui dataient déjà de 82, il y avait des textes sur la pêche de 1936. C'est après la Convention de Rio que la RDC a pris cette conscience. Il y a eu vers les années 2000-2002 un mouvement assez fort de réformes où on a connu les réformes dans le secteur des mines, des réformes dans le secteur forestier qui a boosté. Et plus tard, ce sera des réformes dans d'autres secteurs comme la biodiversité, comme l'environnement en tant que tel. Alors, face à toutes ces réformes, il y a des lois qui ont été promulguées. Et la loi qui a beaucoup plus bougé le secteur de l'environnement, c'était le Code forestier de 2002. Un texte qui a remplacé celui de 49, qui devrait apporter certaines innovations de la manière de gouverner les forêts. Parce qu'en fait, après Rio, on a constaté que ce soit les questions de désertification, que ce soit les questions de biodiversité, tout cela était basé sur des questions de forêt. Nous avons d'immenses étendues des ressources forestières, et cela nécessitait en fait qu'il y ait une certaine réglementation. La loi est promulguée en 2002 et par la suite, il y a eu une série de mesures d'application. Et il fallait attendre un certain moment pour que plus tard d'autres secteurs, comme en 2014 la conservation de la nature qui avait aussi connu une certaine réglementation, il y a une loi. Et en 2011 aussi, il y a les principes fondamentaux sur l'environnement dans sa globalité. En 2015, c'était la loi sur les ressources en eau. Voilà en fait cette dynamique qui a conduit à ce que les pays se positionnent sur le plan de la réglementation du secteur de l'environnement. Alors, qu'en est-il maintenant? Il y a une certaine réglementation du secteur de l'environnement, mais le grand défi, c'est d'abord la mise en œuvre de cette loi, des différentes lois sur l'environnement. Mais avant de passer de la mise en œuvre, un des plus grands défis, c'était que les lois ont été promulguées sans les politiques. Alors que nous le savons très bien que la politique, c'est un document qui définit la vision de l'État sur une matière.
Et quand vous lisez par exemple le code forestier, il est dit que l'État élabore une politique forestière. Or, en réalité, c'est la politique qui devait précéder la loi. Donc, les grands défis, c'est ça pour le secteur de l'environnement. C'est qu'il faudrait d'abord qu'il y ait des cadres politiques, des documents politiques qui définissent la vision de l'État, adoptés en Conseil des ministres. Et là, ce sont des lois qui vont suivre. Si nous n'avons pas de politique, nous n'avons pas de loi. Et aujourd'hui, par exemple, dans le secteur de l'aménagement du territoire, ce qui est apprécié, c'est qu'il y a déjà une vision qui est définie, mais cette vision devait être traduite en loi, et c'est cette vision qui devait être partagée dans tout le secteur des ressources naturelles. Et à part l'aspect de la politique, le deuxième plus grand défi, en fait, c'est qu'il faut passer par la mise en œuvre de cette loi. Mais c'est quoi l'écueil aujourd'hui? C'est que nous avons une série de très belles lois adoptées par le Parlement, mais qui n'ont pas de mesures d'application. Or, pour qu'une loi soit d'application, elle doit se faire accompagner des mesures d'application sous forme de décrets, des arrêtés, des décisions, ainsi de suite. Alors que la plupart des textes que nous avons évoqués, que ce soit la loi relative à la conservation de la nature, la loi sur l'eau, la loi portant principes fondamentaux et tant d'autres, les mesures d'application n'ont jamais été prises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'application de ces lois s'avère très difficile. Prenons l'exemple de la loi relative à la conservation. Il y a plusieurs matières qui sont traitées par cette loi. Cette loi devait être même considérée comme étant une loi cadre sur la conservation parce qu'elle donne des orientations. Il y a les matières sur la CITES, sur la protection des espèces de faune et de flore menacées d'extinction. Il y a les matières sur le partage équitable des ressources génétiques qui devaient être réglementées au moyen des décrets. Mais rien n'est fait jusqu'à présent et c'est une lourdeur qui pénalise. Et ça, c'est depuis 2014 que la loi a été... Ça, c'est depuis 2014. Et s'il faut aller plus loin, en 2011 déjà, nous avions eu la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Une loi qui donne des orientations que les pays devraient adopter pour protéger l'environnement. Les mesures d'application ne sont pas encore prises. Prenons l'exemple des situations malheureuses que nous vivons aujourd'hui avec le volcan, où il y a déjà la matière qui est prévue par la loi. La loi a prévu qu'il devait y avoir un décret délibéré en Conseil des ministres qui met en place des mécanismes, notamment pour la prévention contre les catastrophes. Hier, nous avions parlé de Ouvira, aujourd'hui nous parlons de Goma, et que sais-je encore. C'est des catastrophes qui sont naturelles, ça peut être anthropique ou non anthropique, mais l'État doit anticiper, mettre en place des mécanismes. Si, dans l'entretemps, quel que soit le niveau de financement que les pays obtiennent, quels qu'en soient les efforts que le gouvernement peut réaliser, si nous n'avons pas de mesures d'application pour accompagner les lois, ce serait un problème. Mais maître, est-ce que vous pensez que le fait de ne pas voir les mesures d'application, ça relève de la politique ou bien d'un manque de volonté des acteurs? En fait, des mesures d'application en fait, constituent des éléments de la responsabilité de l'État. Parce que la loi est promulguée par le Parlement. Le Parlement met à la disposition du pays une loi. Mais il est prévu en fait que le gouvernement prenne des mesures d'application. C'est par exemple des décrets. Comment sont pris des décrets? Les décrets doivent être préparés par le gouvernement en tant que tel, par le ministère. Et le renvoyer au niveau de la primature. Mais alors, qu'est-ce qu'on a constaté? Que dans l'entretemps, entre le moment de dépôt d'un projet de décret à la primature et le moment de la signature, il y a des textes qui ont mis 5, 4 ans. Et ce qui n'est pas normal. Pourquoi ça? Alors qu'aujourd'hui, le grand défi, c'est d'avancer vers une meilleure protection, vers une gestion durable des ressources. Vous allez me demander pourquoi? Mais non, ça c'est des questions qui touchent en fait au gouvernement. Et nous pensons qu'avec ce gouvernement des Warriors où tout est mis en marche, l'un des défis serait vraiment de doter le pays des mesures d'application adéquates pour mettre en œuvre l'aspect de l'environnement en RDC. Comme je l'ai dit, maître, moi je ne suis pas un expert en droit. Quelle est la procédure pour avoir une mesure d'application d'une loi? L'avantage qu'il y a par exemple au niveau du ministère de l'Environnement, c'est que la procédure est participative. Donc il y a d'abord des thèmes de référence qui doivent être préparés pour mobiliser un expert, un consultant, pour préparer un draft dans une approche participative dirigée, où quelqu'un prépare un draft de texte et il consulte les autres parties prenantes. Il consulte la société civile, il consulte les autres administrations, il consulte le secteur privé, il consulte les universités et ainsi de suite. Il recueille les différentes observations. Après cela, le texte est encore retravaillé. Aussitôt que le premier travail prend fin, les textes doivent être présentés dans une plateforme assez élargie pour une consultation, pour une validation. Une fois que le texte est validé, s'il s'agit d'un texte de l'arrêté par exemple,
Le draft de l'arrêté étant validé par l'ensemble des parties prenantes, il est envoyé auprès du ministre ayant l'environnement ou la matière forestière dans ses attributions pour signature. Mais avant cela, le ministre doit convoquer un comité de validation qui est mis en place au moyen d'un arrêté. Si c'est un texte sur des questions forestières, le ministre convoque par le biais de l'administration, bien sûr, le comité de validation des textes d'application sur les forêts qui doit décider au finish sur ce projet de texte. Une fois que le comité donne son go, le texte est renvoyé pour le ministre pour signature. Pour ce qui est du décret, après que le comité de validation peut approuver, le ministre s'approprie le texte, il le renvoie au niveau de la primature, qui devra subir aussi notre procédure, discuter au niveau de la commission des lois, être soumis à la table de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, être promulgué. La difficulté, c'est que c'est le temps que cela prend, alors que la nécessité de réglementer est tellement impérieuse. Là, c'est des urgences qui nécessitent à ce que le texte soit pris. Mais est-ce que vous pensez qu'avec la volonté manifeste du président Tshisekedi, cette donne peut changer? Nous pensons parce que depuis son avènement à la magistrature suprême, nous avons compris qu'il y a un nouveau leadership qui s'est implanté dans le secteur de l'environnement. Vous voyez, lui-même, le chef de l'État, est présent dans des grands forums internationaux, il impulse, il a lancé une initiative pour la restauration, le reboisement. Il a mis en place au sein de son cabinet toute une cellule qui l'appuie sur toutes ces questions. Mais dans l'entretemps, il y a une certaine dynamique qui se manifeste. Mais nous pensons que le tout ne devra pas être fait seulement au niveau du sommet. Parce que la gouvernance environnementale, c'est une question qui est transversale, qui ne dépend pas seulement du chef de l'État, mais surtout et aussi du gouvernement. À travers le Premier ministre, il y a beaucoup de projets de décrets qui passeront et qui sont sur sa table, qui nécessitent une certaine signature, mais aussi à travers le ministère sectoriel. Et l'avantage que le ministère aujourd'hui, c'est que le président de la République a hissé le ministère au rang même de la vice-primature. Cela dénote d'une certaine considération qu'on donne aux questions environnementales. Mais cela reste à l'autorité ministérielle de voir comment récupérer la situation, comment faire avancer, comment booster des réformes. Tenez par exemple le secteur comme le secteur de la chasse, où nous avons une loi vieille de 1982, donc à peu près 39 ans, 40 ans. Devenue inadéquate, inappropriée, qui nécessite une certaine révision. Les domaines de la pêche, où la réglementation devait passer entre le ministère de l'Environnement et le ministère ayant les pairs dans ses attributions. Autant d'éléments qui nécessitent non seulement une volonté politique, mais aussi un engagement sur le terrain. Un engagement sur le terrain pour que l'on passe non seulement à cette phase d'adopter des lois, de réviser les lois, mais de mettre d'abord en application. Et l'autre plus grand défi dans le secteur de l'environnement, c'est l'application de la loi. Qui est chargé de l'application de la loi? On a tendance à croire que les questions forestières demeurent l'apanage du ministère ayant les forêts dans ses attributions, ainsi de suite. Non. L'application de la loi devait connaître une étendue assez développée. Les cours et tribunaux devaient être mis à contribution. Combien de cas aujourd'hui nous recensons dans la ville de Kinshasa en RDC de répression, de sanctions pour cause de violation de la loi, alors qu'il y a une loi portant principes fondamentaux, alors que nous voyons de temps à autre, il y a des pollutions sonores, des pollutions d'eau, ainsi de suite, dans les industries. Combien de cas y a-t-il? Combien de procès on a déjà enregistrés dans ce sens-là? C'est ça le problème, c'est que la question de l'application dépasse même le ministère de l'Environnement et va au-delà de cela. C'est-à-dire qu'il y a les cours et tribunaux qui devaient récupérer la situation, prendre l'affaire à bras-le-corps. Il y a la société civile qui devait sensibiliser davantage, informer. Il y a d'autres ministères aussi qui devaient se rendre dans l'évidence que la question de l'application de la loi ne concerne pas le ministère de l'Environnement, mais c'est une question qui est transversale, qui demande l'implication de tous. Mais alors, selon vous, qu'est-ce qui est à la base de cette faiblesse, de ces manques de mise en application de ces lois? On voit, vous avez évoqué par exemple les cours des tribunaux qui ne sont peut-être pas intéressés par les crimes fauniques, les crimes environnementaux. D'où vient réellement cette faiblesse? Est-ce au niveau de l'État ou bien au niveau des acteurs que vous êtes, par exemple? En fait, sur le plan de droit, le principe est que nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que nous sommes tous réputés connaître la loi. Une fois que la loi est promulguée, le code forestier, la loi portant principe fondamental, promulguée par les chefs de l'État, tout citoyen est réputé la connaître. Mais au-delà de cela, il y a des efforts qui devaient être menés, notamment sensibiliser ces textes-là, apporter de l'information auprès d'autres acteurs.
faciliter l'accès à l'information. Je pense que l'un des mécanismes pour y parvenir, c'est sensibiliser les parties prenantes, sensibiliser le cours des tribunaux, leur apporter de l'information sur l'existence de lois. Quelques initiatives ont été menées, mais avec quel appui? Il n'y a que les partenaires. Il faudrait que le gouvernement en fasse aussi une priorité. Il faudrait que l'on sente que le gouvernement est à l'œuvre, que les autorités du ministère descendent, échangent avec les autorités des cours et tribunaux, avec les autorités du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, avec l'enseignement supérieur. Apporter de l'information sur la législation. Et des deux, il faudrait accompagner des missions de sensibilisation, des missions de contrôle, ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, comment se fait le contrôle dans le secteur de l'environnement? Seul le ministère de l'Environnement le fait parce que la loi reconnaît aux agents et cadres assermentés le fait de faire le contrôle. Mais ça n'exclut pas que le ministère sollicite l'appui, par exemple, des cours et tribunaux, là où il y a des résistances, ainsi de suite. Je pense qu'à travers cela, nous allons passer parce que la mise en œuvre du droit de l'environnement, la mise en œuvre des règles de l'environnement est une étape assez stratégique pour assurer une gestion durable des ressources et permettre à la RDC de contribuer significativement à la régulation du climat au niveau international. Mais vous pensez, par exemple, avec ce qui s'est passé, les moratoires qui ont été violés, les concessions qui ont été attribuées selon les uns, donc ça a violé la loi forestière. Et aujourd'hui, on est à une phase où on essaye de réparer ce qui a été déjà fait. Est-ce que, à votre niveau, vous pensez que c'est une question de non prise en compte des réclamations, des dénonciations de la société civile, ou c'est une violation de la loi, mais de manière volontaire des autorités? Oui, je pense que dans un état de droit stipule que la loi est au-dessus de tout le monde. Dans un état de droit, cela stipule que les règles doivent être appliquées avec toute la rigueur, sans tenir compte des têtes ni des queues. C'est pour dire que si aujourd'hui, l'État veut récupérer la situation et bien gérer les ressources, c'est la loi qui devait être au-dessus de tout le monde. C'est la loi qui devait être au-dessus du ministre. C'est la loi qui devait être au-dessus du secrétaire général. C'est la loi qui devait être au-dessus des partenaires qui financent le gouvernement. C'est la loi qui devait être au-dessus du secteur privé, de la société civile et tant d'autres acteurs. Si nous arrivons à appliquer la loi, nous n'allons pas tomber dans tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Violation de moratoire, attribution de titre, ainsi de suite. Parce qu'il y a violation de la loi. Parce que la loi est claire. La loi dit que pour attribuer une concession forestière, voilà les conditions. Et la loi elle-même, à travers des décisions prises au niveau du chef de l'État, pour dire nous annonçons un moratoire. C'est à l'État de voir si aujourd'hui les conditions sont requises de lever ce moratoire. Mais aussi longtemps que ce n'est pas levé, il faut respecter la loi. Tout ce qui est fait en violation de la loi est appelé à subir une certaine sanction. Moi, je pense qu'il n'y a pas à épiloguer qu'il faut entendre la société civile, tout ça. Non, il y a d'abord à appliquer la loi. La loi doit être appliquée dans toute sa rigueur. Aussi longtemps qu'on l'applique dans d'autres secteurs, on doit se l'appliquer dans le secteur de l'environnement. La RDC doit servir d'exemple de pays qui possèdent plusieurs ressources, mais aussi qui ont mis en place des mécanismes pour gérer durablement toutes ces ressources. Mais c'est justement, les lois, ce n'est pas ce qui manque en RDC. Vous en avez cité plusieurs, mais malheureusement, elles ne sont pas appliquées. Alors, Maître Félix Lilakako, aujourd'hui, avec ce qui se passe, par exemple, je prends un exemple plus concret, les financements de la RED, par exemple. Les différents financements des bailleurs de fonds qui vont dans le sens d'appuyer la RDC à préserver ses forêts, on constate quand même que 85% de ces financements rentrent vers l'expéditeur, tandis que les 15%, c'est ceux qui arrivent sur les terrains pour lutter contre les moteurs de déforestation, et ainsi de suite. Je prends cet exemple pour demander est-ce que la loi congolaise prévoyait-elle de contrôler ce genre d'attitude? D'abord, je vais rappeler qu'en matière de chiffres, nous les juristes, nous aimons l'exactitude, la précision. Bon, on peut caricaturer que c'est 80%, 85% ou même plus que ça. Là, j'ai beaucoup de réserves parce que je n'ai pas des chiffres. Mais je sais néanmoins que l'aide au développement est une réalité internationale pour laquelle les États souscrivent. Dans le cadre de la déclaration de Paris, les États se sont accordés à ce que ceux qui ont plus de moyens puissent appuyer les autres. C'est comme ça que les États du Nord appuient par exemple les États du Sud. Et dans le secteur de l'environnement... Mais les lois encadrent cela, les lois oui, nationales je vais y arriver. Dans le secteur de l'environnement, il n'est pas exclu que les États bénéficient des aides. Mais la déclaration de Paris est claire en matière d'aide. C'est que les aides doivent être apportées pour accompagner les initiatives nationales. C'est-à-dire que ceux qui apportent de l'aide doivent s'aligner
sur les priorités nationales. C'est-à-dire que si on veut appuyer les questions sur la RED+, il y a toute une stratégie. Et c'est de voir dans cette stratégie qu'est-ce qu'il faut apporter comme appui, ainsi de suite. Alors dans la faisabilité, qu'est-ce qui se passe? C'est que les aides arrivent et les aides devaient être coordonnées par un certain secteur, en passant par le finance, le plan, ainsi de suite, mais c'est les secteurs concernés qui coordonnent les actions. Alors, je ne saurais pas dire si c'est le ministère de l'Environnement qui gère ces financements ou pas, mais ce que je sais au moins, c'est qu'il est prévu des mécanismes d'évaluation, de suivi, tout ça. Et je pense, à mon humble avis, c'est au ministère qui est bénéficiaire numéro 1 de ces aides-là, de voir dans quel mécanisme penser effectivement à la traçabilité de tout ce qui a été donné. Cela n'exclut pas, cela n'est pas exclu, parce que l'État bénéficiaire a cette possibilité-là d'assurer le suivi de tout ce qui a été donné comme appui, comme financement, de telle sorte que ces rapports lui permettent de rectifier les erreurs s'il y en a ensemble avec les bailleurs de fonds. Et le tout devait être fait autour d'une table, sans pour autant que les uns puissent jaser là, ça et là. Mais est-ce que ça s'est fait réellement en RDC, ça s'est fait? Moi, je pense qu'au sein du ministère de l'Environnement, il y a toute une direction d'études et de planification qui devait assurer le suivi de tout ce qu'il y a. Et je crois en la bonne organisation de notre ministère et je pense que cela s'est fait. Alors si cela ne se fait pas, à qui la responsabilité? Parce que nous ne devons pas crier alors que nous n'avons pas d'éléments probants. Je pense que ce serait des recommandations, c'est d'assurer à ce que les ministères puissent suivre ensemble avec ses partenaires la mise en œuvre des différentes initiatives qui du reste sont exécutées au nom de l'État et tirer des conséquences. S'il y a mauvaise exécution, nous savons ce qu'on en fait de la mauvaise gestion des fonds. Mais on a vu par exemple certains projets de loi sur l'environnement financés par le bailleur des fonds. Et de ces faits, ces bailleurs de fonds n'ont-ils pas une même mise sur la loi elle-même? Donc lorsqu'ils financent ou ils financent un projet de loi, y a-t-il pas risque que cette loi soit orientée vers les besoins exacts de ces financiers? Je ne pense pas. D'autant plus que les appuis que donnent les partenaires, ce sont des appuis qui sont beaucoup plus financiers, beaucoup plus techniques en termes d'orientation, en termes d'encadrement. C'est-à-dire s'il y a un besoin, par exemple, de spécialités en termes de telle ou telle réglementation, les bailleurs permettent de recruter un consultant. Mais au finish, les textes tombent sur la table de son Excellence, Monsieur le Ministre, qui du reste n'est pas un bailleur de fonds. C'est un fils du pays, c'est une fille du pays. Donc je pense que l'appui des bailleurs de fonds, c'est juste pour nous donner des moyens logistiques, matériels, financiers, à arriver effectivement à mettre en œuvre la loi. Et le fond de tout ça comme texte dépend de la priorité des États. Alors si ça s'avère malheureusement, si c'est ce que vous dites là est vrai, mais ce serait vraiment un constat très malheureux parce que ce qui s'est fait, c'est pas pour un bailleur de fonds, je ne sais pas quel intérêt aura parce qu'ils appuient les priorités de l'État. Ils devaient appuyer tout ce qui est priorité pour l'État. Ils ne devaient pas appuyer tout ce qui est... non, mais on l'a vu quand même avec les codes miniers, par exemple. Les nouveaux codes miniers, on a vu quand même qu'il y a eu un lobby très fort des bailleurs de fonds qui voulaient assez que leurs besoins soient intégrés selon qu'ils ont financé ça. Oui, bon, on parle des lobbies, on ne parle pas des résultats. En fait, les lobbies peuvent être un mécanisme pour apporter aussi les changements. Ce qui veut dire que ceux qui travaillent dans le secteur privé peuvent aujourd'hui se dire mais tiens, la loi ne nous facilite pas l'opérationnalité sur le terrain. Ils peuvent demander un certain appui pour réglementer les secteurs. Voyons par exemple si un secteur où il y a taxation, les secteurs privés peuvent, parce que ce sont des partenaires du gouvernement, approcher l'État pour dire nous voulons que l'État puisse revoir un peu la situation pour nous doter des textes qui soient beaucoup plus souples. Cela est normal. Mais quant à conclure d'emblée que l'appui des partenaires financiers permet à ce que ces derniers puissent récupérer la situation et insérer dans un texte de loi leurs dispositions, moi je ne partage pas ce point de vue et je pense que cela ne devait vraiment pas être le cas parce que la loi répond à un besoin social. Le besoin social provient de la société, provient effectivement de la cité. Alors un bailleur de fonds qui vient insérer ses priorités, je ne sais pas pour quel intérêt. Voyez-vous. Alors, Maître Félix Ilakako, nous sommes en train d'étendre vers la fin de cette émission. Je voudrais vous poser une question en tant qu'expert des lois. Aujourd'hui, les secteurs de l'environnement tels qu'ils se trouvent, pensez-vous réellement que ces secteurs manquent une loi pour qu'ils puissent décoller réellement? Merci beaucoup. Je dirais oui et non.
Oui, dans la mesure où le secteur a besoin d'une loi qui répond réellement, ou des lois qui répondent réellement aux aspirations de la cité, de la société. Des lois, c'est lesquelles? Des lois, c'est des lois qui sont en phase avec tout ce que veut aujourd'hui les citoyens, en phase avec tout ce qui est trait au développement durable, qui met en considération l'aspect social, l'aspect écologique et puis l'aspect économique. Alors ces lois-là, on en a encore besoin. J'ai cité le domaine de la chasse, le domaine de la pêche. Aujourd'hui, on parle de temps en temps de nos pêcheurs qui sont dérangés de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas un cadre assez spécifique. A besoin de lois aussi, c'est des mesures d'application dont on a vraiment besoin. Les pays ont besoin de mesures d'application pour faciliter la mise en œuvre de ces lois. Voyez-vous? Alors quand je dirais non, c'est en fait au-delà de ce besoin de la législation, il y a un besoin de la mise en œuvre de la loi. Pour mettre en œuvre cette loi, je l'ai dit, il faudrait sensibiliser, il faudrait apporter de l'information auprès d'acteurs. Mais au-delà de l'information, il faudrait assurer le suivi de la mise en œuvre de la loi. Il faudrait l'appliquer de manière assez réelle. Une application qui part au-delà de l'inflation législative. Nous avons toute une série de textes. Nous avons besoin que ces textes-là soient appliqués. D'où il est important que d'un côté, l'administration soit réellement renforcée sur le plan technique, matériel et financier pour permettre à ce que les inspecteurs, par exemple, fassent leur mission. C'est aberrant de voir qu'un inspecteur veut effectuer une mission sur le terrain avec l'appui de la société où il ira contrôler, ainsi de suite, peu importe le secteur. Donc il faut mobiliser les moyens pour les inspecteurs, pour qu'ils soient. Il faut renforcer leurs capacités. Il faut augmenter le nombre des inspecteurs, le nombre d'inspecteurs. De temps en temps, on parle des inspecteurs qui ont fini la formation, qui doivent être assermentés, ainsi de suite. Mais deuxièmement, il faut aussi impliquer d'autres acteurs, comme les cours et tribunaux, pour que la loi soit effectivement appliquée avec des sanctions. Troisièmement, il faut sensibiliser, il faut vulgariser. Et il faut impliquer d'autres acteurs, comme le monde de la recherche. Aujourd'hui, en fait, c'est indéniable, la recherche doit être là au service de l'application de la loi. Et donc, nous pensons qu'avec ça, actualiser les textes, finaliser les mesures d'application, sensibiliser, appliquer la loi, le tout permet à ce que tout le monde contribue au processus de mise en œuvre du droit de l'environnement en RDC. Mais de plus en plus, on voit des acteurs qui commencent à s'intéresser à cette question des droits de l'environnement. On voit beaucoup de jeunes qui veulent maintenant se lancer dans cette carrière d'avocats verts ou des spécialistes des questions de l'environnement. Est-ce que vous analysez ce qui s'est fait aujourd'hui? Vous pensez que c'est un réel besoin de ces jeunes de pouvoir contribuer réellement à ces secteurs, ou c'est juste une vague ou un effet de mode? Non, je pense que pour moi particulièrement, c'est un réel plaisir. Quand nous voyons de temps en temps les jeunes universitaires ou ceux qui sont de l'université nous approcher pour s'intéresser sur des questions environnementales, c'est un besoin qui est vraiment d'actualité. Où il y a d'autres pays, d'ailleurs, chaque année, vous recensez le nombre de masters, de doctorats en droit de l'environnement. Je pense que c'est vraiment important aujourd'hui, même qu'au niveau des curricula, qu'on insère la matière du droit de l'environnement de l'université, par exemple. Dès la première année de droit, l'étudiant doit déjà s'habituer sur toutes ces questions, comprendre l'impact des conventions internationales, qu'il y ait plusieurs étudiants qui travaillent sur toutes ces questions lors de leurs travaux de fin de cycle, ainsi de suite. Et aujourd'hui, le besoin est plus que criant. Que ce soit au niveau de l'administration, au niveau du secteur privé, on a besoin des experts, on a besoin des jeunes gens, on a besoin... Vous pensez que cette expertise manque? Non, elle ne manque pas, mais elle n'est pas suffisante. Nous avons besoin que les jeunes gens puissent travailler sur toutes ces questions-là. Nous avons besoin d'avoir aujourd'hui des réseaux d'avocats qui travaillent sur des questions environnementales, comme il y en a ailleurs. Des réseaux de Maïssa qui sont là, uniquement formés sur les questions environnementales, qui seront appelés à la ressource pour appuyer les jugements, ainsi de suite. Nous avons besoin des jeunes qui sont très engagés pour apporter une certaine pierre à l'édifice qui constitue l'application du droit de l'environnement aujourd'hui. Est-ce que vous partagez le point de vue de ceux qui pensent que pour que le secteur de l'environnement soit bien organisé en ce qui concerne les droits, il faudrait que la RDC mette en place un tribunal dédié seulement à l'environnement? Je pense que la question de l'application du droit de l'environnement du côté judiciaire, elle est très cruciale, elle est très impérieuse. Et moi, je suis de ceux-là qui opinent vers la mise en place des juridictions environnementales. Alors, pour aller progressivement, graduellement, j'aimerais que nous prenions l'exemple de ce qui a été fait dans le secteur du commerce, le secteur du travail, où il a d'abord été créé des chambres spécialisées en matière du travail et en matière de commerce qui siégeaient
au sein des tribunaux de grande instance. Et je pense que de manière assez progressive, le ministère de la Justice pouvait travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature pour créer déjà des chambres spécialisées en matière d'environnement au sein des tribunaux de grande instance. Et progressivement, il y aurait des magistrats et des juges qui seront formés sur des questions environnementales. Et plus tard, pourquoi ne pas avoir des juridictions spécialisées en matière de l'environnement, comme c'est le cas sous d'autres cieux? Là, au moins, on est sûr que des questions de violations des droits de l'environnement, des pollutions, des questions d'abattage illicite des espèces de faune et de flore, des questions de pollution des eaux, ainsi de suite, seront traitées par des spécialistes et avec beaucoup plus de soins. Parce que là, on constate par exemple que plusieurs procès qui mettent en cause, par exemple, les criminels phoniques ne finissent qu'à une année de prison, par exemple, peut-être quelques francs congolais d'amende. Mais en réalité, la loi ne prévoit pas ça. La loi prévoit peut-être des peines assez lourdes, plus que ça. Bon, oui, là, je dois déjà louer tous ces juges-là qui travaillent sur toutes ces questions. Nous analysons les différents jugements en matière de l'environnement, surtout en matière de la criminalité phonique. Je dois avouer que c'est des juges qui ont une certaine vision. Ce qui reste à faire, c'est ce que nous avons dit, c'est de les impliquer dans ces matières, c'est de les sensibiliser, c'est de leur donner des outils. Autant que cela a été fait en matière du commerce, il y a des juges qui ont été formés sur des questions OHADA, ainsi de suite. Les juges et les magistrats devaient aussi être formés de manière assez approfondie sur des questions environnementales pour assurer qu'effectivement, lors de l'application de la loi, si bien que l'appréciation est laissée aux juges, mais d'appliquer ce qui est dans la fourchette. Et je pense qu'on va y arriver. Nous sommes dans un premier pas, les efforts sont en train d'être assurés, nous travaillons là-dessus. Nous avons plusieurs initiatives pour accompagner nos confrères avocats, tout le monde les magistrats, pour créer un réseau de telle sorte que, qu'au ministère de la Justice, par exemple, qui est vraiment un réseau de magistrats spécialisés. Il y en a, mais que cela s'agrandisse pour que des magistrats qui comprennent l'enjeu, qui sont vraiment sur des questions et qui fassent au-delà de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, qui est déjà louable. Merci beaucoup, Maître Félix, pour toute cette lumière que vous nous apportez sur cette question des droits de l'environnement et la manière dont ce droit est appliqué en RDC. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un dernier mot ou un message à adresser aux téléspectateurs? Merci beaucoup, Alfred. Le dernier mot, c'est que dans une société, il doit y avoir de lois. Et les lois ne devraient pas s'arrêter seulement à réglementer l'aspect du commerce, l'aspect de l'économie, ainsi de suite. Les lois devraient également être appliquées dans le domaine de l'environnement. Et ce ne sont pas des lois qui manquent. Il y a des lois, il faut passer à la mise en œuvre. Il faut rédiger les mesures d'application, il faut appliquer ces lois-là. Mais il y a aussi des textes qui sont devenus vieux, qu'il faut actualiser. Mais le tout demande une certaine coordination. Et nous pensons qu'au sein du gouvernement, l'action gouvernementale devait arriver à harmoniser tous ces textes-là, à travailler autour d'un système d'aménagement du territoire, par exemple, pour orienter les prises de décision dans le secteur des ressources naturelles, pour réduire tout ce qu'il y a comme conflit d'utilisation des espaces, tout ce qu'il y a comme difficulté d'application de la loi, ainsi de suite. Et nous pensons, et nous croyons beaucoup en la nouvelle équipe gouvernementale, au leadership du ministère de l'Environnement. Nous pensons qu'il est temps d'agir, il est temps d'utiliser le droit comme étant un instrument pour la bonne gouvernance des ressources naturelles, le droit comme étant un instrument pour permettre au secteur de l'environnement de contribuer réellement au budget de l'État, j'ai dit. Merci beaucoup, Maître, pour votre temps. Ça n'a pas été facile parce que vous essayez dans beaucoup de choses aujourd'hui, mais voilà que vous êtes avec nous sur ces plateaux. C'est un plaisir et je pense que prochainement, lorsque nous allons entrer en profondeur avec ces questions de droit, nous reviendrons encore vers vous. C'est toujours un plaisir. Notre vocation dans le secteur, c'est d'assurer un certain accès à l'information environnementale au sein du public. Et donc, à tout moment, vous aurez besoin de nous, nous passerons pour partager le peu de connaissances, d'expérience que nous avons avec nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Je pense qu'il sera le prochain invité de M. Roméo Kalonji qui fait une émission sur les droits, donc environnement et droit, sur Environ News Télévision, parce que moi, ce n'est pas mon domaine, moi. Et vous avez compris que mes questions sont superficielles, ce n'est pas, pas des questions... Non, en fait, le droit de l'environnement, ce n'est pas seulement les juristes. Parce que les juristes appliquent tout ce que lui donnent les techniciens. Exactement. Donc, voilà. Merci à vous. C'est par ici que nous mettons un point final pour... cette édition spéciale 5 juin. Vous avez eu à voir plusieurs experts défiler sur notre plateau.
et vous avez eu à prendre beaucoup de leur expertise, que ce soit dans les domaines de droit, comme c'est le cas avec Maître Félix Lilakako. Nous avons reçu également les autres qui ont parlé des forêts, qui ont parlé notamment de la RED. Bref, plusieurs matières ont été abordées à travers cette édition spéciale. Nous vous fixons rendez-vous prochainement lors d'une nouvelle journée internationale. Je pense bien que ça va être le 5 décembre, la journée nationale de l'arbre. En ce moment-là, nous pourrons encore faire une édition spéciale pour essayer de parler de la question de l'arbre, l'importance que l'arbre a dans la communauté congolaise, dans la société congolaise. Donc, merci pour nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Environ News et à bientôt.